qui nous fait la joie et la surprise de venir accompagner de sa chef opératrice Agnès Godard et de sa monteuse Nelly Quétier. Merci à elles toutes les trois d'être là. Je vais vous applaudir. Juste, merci d'être là, Ursula. Juste un petit mot pour vous dire que Ursula, Agnès et Nelly seront là à l'issue de la projection. Donc surtout, vous restez pour ce dialogue qu'on va avoir tous ensemble. Voilà, peut-être un petit mot pour lancer le film. Non, mais merci à vous d'être présentes et présents ce soir. C'est un immense bonheur et un immense honneur d'être accueillie par la Cinémathèque française, où je passais beaucoup de temps dans ma jeunesse à découvrir le cinéma qui m'a nourrie. Voilà, je vous souhaite une belle projection, puis on se retrouve tout à l'heure. Je ne vais pas dire trop de choses avant. Voilà. En tout cas, merci d'être présent ce soir. Bonne projection. Peut-être vous laisser le temps de sortir doucement du film. Je vais commencer la discussion, mais n'hésitez pas à tout moment à vous manifester, à lever le bras pour intervenir ou poser vos questions surtout. Peut-être je vais commencer par le début, par la scène d'ouverture qui est quand même impressionnante, sinon sidérante. À quel moment sa forme, c'est-à-dire à la fois sa chorégraphie, que ce soit dans le jeu d'acteur, dans la chorégraphie de la caméra, dans le montage aussi, enfin ça a dû intervenir après évidemment, mais aussi dans le travail sur le son, à quel moment cette séquence a pris forme? Est-ce que déjà à l'écriture vous étiez, le film débutait comme ça, ou est-ce que c'est intervenu un peu plus tard, au tournage, puis au montage, enfin voilà, comment cette scène a trouvé sa forme finale? C'est vrai que cette scène est venue relativement vite quand même, enfin, à partir du moment où il y avait un scénario. J'arrivais pas à l'envisager autrement que dans une sorte de chorégraphie. L'idée de l'extrême ralenti est venue en fait dès l'écriture de la scène. Je sais pas, je me disais si cette scène avait été hyper réaliste, il y aurait eu quelque chose par rapport à la violence de peut-être trop, comment dire, presque un peu vulgaire, ou enfin voilà, quelque chose où pour moi c'est la violence, une violence sourde, une violence profonde, une violence qui est déjà là dans ces personnages, parce que la mère, c'est une autre forme de violence qu'elle impose quand même à son entourage et particulièrement à ses filles. Donc c'est la violence avec un grand V, quoi. C'est toutes les formes de violence. Et puis c'est vrai que je disais, pour moi, que cette scène, ça devait être une sorte de Big Bang. C'est comme, elle est accrochée au film, au fond. C'est vraiment, elle contient tout le film, toute la violence du film. C'est une explosion, je voyais ça comme une explosion. Et puis que les ondes de cette violence allaient se propager au cours du film jusqu'à s'éteindre complètement, peu à peu. Et donc c'était vraiment une sorte de presque un coup de poing au fond, où on est un peu sonné, mais que le spectateur soit aussi sonné pour qu'il puisse recevoir après le film. C'est ça, tout de suite une droite, quoi. Absolument. Et Agnès, comment vous avez, sur le tournage, cette scène-là, est-ce qu'elle a demandé, je ne sais pas, une ingénierie particulière, enfin, quel était le... Ben, oui, comme le disait Ursula, elle avait toujours été prévue comme ça, écrite comme ça, envisagée comme ça. Et comme elle devait se tourner avec un certain niveau de ralenti, elle a été en réalité storyboardée. Parce que, aussi pour trouver la chorégraphie avec les comédiennes et pour pouvoir suggérer encore plus la violence plutôt que de les laisser improviser. Et voilà, après, je me rappelle très bien qu'on a commencé par cette séquence. Ursula voulait qu'on commence par cette séquence comme pour plonger du grand plongeoir directement dans le film. Alors c'était la première journée de tournage et
plus courts de l'année. Donc c'était une journée très, très remplie, mais c'était la première fois que ça arrivait, comparé à tous les autres films, aucune autre séquence de ce même film qu'elle était storyboardée, quoi. De manière à canaliser et rendre aussi, quand même il faut bien le dire, le tournage possible en une journée, quoi, parce qu'il y avait aussi des effets spéciaux, faire des éléments pour les effets spéciaux. Et donc voilà. Mais c'était, du coup, ça a été vraiment une vraie plongée. Et dans la maison, et vitrée, et dans la nature du film. Ce qui était très bien. Même pour le montage, je vais laisser la parole, je crois que c'est la scène qui nous a donné le plus de mal, parce que quand c'est ralenti, donc vous avez des plans très longs, très très longs. Voilà, donc il faut essayer de jongler avec tout ça. On a aussi essayé de faire tout au début les jets, que ça paraisse un seul plan, quoi, de ne pas trop voir les coupes, etc. On a un peu bidouillé avec tout ça. Et surtout, la plus grande difficulté, ça a été la musique. Sur le choix de la musique, c'était le premier choix de la musique. Ouais. Mais il y a eu plein de doutes. Donc on a essayé beaucoup de musique pour venir à celle-ci. Voilà. Et en fait, en se disant... au fond, j'assume ce côté très baroque, presque trop, en fait, même dans la gestuelle, enfin, même le jeu de Valéria, il y a quelque chose de plein, de trop, et je me suis dit, au lieu de se retenir, allons-y à fond, quoi, lâchons, moi j'ai toujours imaginé comme ça, et donc, peut-être je me suis un peu auto-censurée en disant c'était trop, et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais non, mais en fait, je crois que c'est la force de ce début, c'est qu'il faut y aller, justement, il faut oser être dans le trop, comme ce personnage de cette mère est, d'ailleurs. Et vraiment, elle appartient presque, elle est un petit peu greffée au film, pour moi, c'était vraiment... c'est pas une scène d'introduction, c'est vraiment presque un préambule, quoi. Un prologue. Un prologue, oui. Oui, et puis qui est à contre-pied de ce qu'on a l'habitude de voir quand on rentre dans un film. C'est-à-dire qu'en plus, là, on a a priori un personnage qui n'est pas tourné vers l'empathie immédiatement, puisque c'est un personnage violent. Et du coup, écrire un personnage violent pour une femme, c'est assez inhabituel. Comment vous avez écrit, sachant que vous avez écrit à avoir 6 mains, voire plus, et en particulier avec Stéphanie Blanchet qui interprète le rôle principal. Non, on a beaucoup écrit, enfin on a eu le désir de ce personnage, en fait, très vite avec Stéphanie, ce personnage féminin, violent, de 35 ans. Voilà, parce que c'est vrai que la violence, quand elle est portée par des femmes, déjà c'est assez rare, et puis c'est souvent plutôt des adolescentes, rebelles, enfin je pense à Bande de filles par exemple, ce très beau film de Céline Sciamma. Mais c'est vrai, quand elle est adulte, en fait, la violence est souvent conséquence d'une autre thématique. Comme si on n'affrontait pas la violence comme on pourrait le faire pour un personnage masculin, de se dire, bah voilà, c'est quelqu'un qui se bat, qui n'a pas les mots et qui utilise ses poings. Et de se dire on va aborder la violence comme on le ferait avec un personnage masculin. Justement, on parlait de Barbet Schroeder tout à l'heure, et je pensais à Barfly par exemple, ce magnifique film, ou Sean Penn aussi, il y a des films de Sean Penn, et donc ça a été vraiment le point de départ, et après ça a été, alors encore une fois Nelly est là, mais ça a été à la fois dans l'écriture, dans la mise en scène, même dans le maquillage, et jusqu'au montage, la question de la violence, elle était omniprésente, parce que c'était, je me souviens au montage où on montrait le film, et puis on nous disait non, mais là on sent pas assez que vraiment c'est son langage au fond de certaine manière. Donc on en mettait un tout petit peu plus, on faisait une projection, on disait on est un petit peu trop violent, donc on rediminuait jusqu'à se trouver l'équilibre au fond de... Donc la violence, c'est vrai que ça a été la grande question aussi à toutes les étapes, même dans les cicatrices, de travail de maquillage, que le personnage ne soit pas repoussant aussi, mais qu'en même temps il soit marqué. Et je pense que de tous les personnages que j'ai eu à écrire et mettre en scène, je pense que ça a été le plus complexe et le plus difficile. Parce que c'est un personnage qui est un personnage de l'instant, qui n'est pas un personnage... Souvent, voilà, quand on travaille avec un comédien, on dit, bah voilà, souviens-toi, la scène d'avant, il y a eu ça, donc tu es chargé de ça, 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 au moment de cette scène. Et puis n'oublie pas qu'il va y avoir ça. Alors que ce personnage, c'est un personnage que du présent, pas du tout chargé d'avant, qui est dedans et qui répond tout de suite à ce qui se passe, quoi. Et donc c'était vraiment un travail d'essayer de dérailler continuellement
avec Stéphanie, on se dit elle va taper, finalement elle tape pas, ou l'inverse, et donc de tout le temps surprendre, et qu'elle nous surprenne. Donc c'est vrai que c'était un travail chaque fois d'éviter d'être dans des rails, justement, et de nous échapper. Et justement, je crois pour la première fois, j'ai fait des prises un peu différentes, donc plus douces, un peu plus violentes, me disant que ça pouvait laisser un peu de liberté au montage pour trouver justement cet équilibre. Ouais, c'est ça qui est très beau, on sent cette impulsivité, enfin, son corps qui est engagé en permanence, enfin, qui est prêt à très comme un animal presque, à bondir. Ouais, je pensais vraiment à un lion en cage, même cette première scène, je disais mais tu rugis, c'est une espèce de... Je pensais à des combats de fauves, des animaux, je pensais vraiment à des... Ouais. Une autre chose qui est très impressionnante dans le film, c'est l'environnement, le territoire et la manière dont vous le filmez. Enfin, déjà, la manière dont vous avez trouvé ce lieu, bon, qui est quand même commun à vos autres films aussi, mais qui permet tout un tas de panels d'émotions, c'est-à-dire à la fois l'enfermement, la claustrophobie, et au contraire une évasion. Enfin, comment vous avez... Est-ce que c'est ce lieu qui a suscité aussi cette envie d'écriture? Enfin, comment vous avez... à quel moment il est apparu? Est-ce que c'est au repérage? Est-ce que c'est... comment il a nourri le film? Non, ça a été très très complexe en fait, parce que j'ai pas du tout imaginé le territoire comme ça. C'est vrai que le territoire est très très important dans mes films, vraiment le fond et la forme ne font qu'un, vraiment dès la genèse du projet. Et donc l'espace, non pas dans sa géographie, mais dans sa topographie, c'est vraiment hyper important. Et c'est vrai que je pensais plutôt à une route. J'avais écrit le film comme qui se passait dans une rue d'un quartier résidentiel, une rue très large avec des habitations, des résidences. Et puis presque la ligne traversait juste la route au fond, d'une certaine manière. Et puis on a cherché absolument dans toute la Suisse, donc Agnès était là aussi au repérage, me disant on va se retrouver en Valais où il y a vraiment des espaces assez très western comme là où on a tourné. Et en fait j'avais vraiment des références très américaines. En fait je pensais au photographe Jeff Wall, qui est un photographe que j'aime énormément, à des photographies de quartiers résidentiels américains. Et en fait je me disais on va peut-être le trouver en Suisse, mais en fait non, je crois qu'on a fait toutes les rues de toute la Suisse. C'était... Oui. Ça a pris bien une année, je pense, même suisse-allemande. Et à un moment donné, d'ailleurs c'est drôle parce que peut-être Agnès avait... Moi j'avais fait un dessin très naïf, en fait, une espèce de géographie comme j'avais imaginé le film, avec l'espace interdit à Margaret, donc des cercles, et puis les lieux elles pouvaient plus se rendre, et tout ça. Et puis j'avais vraiment tout dessiné, une cartographie imaginaire. Et d'ailleurs c'est au moment où le Covid est arrivé, pendant que je dessinais ces lignes, elles sont arrivées vraiment dans les rues, avec la distanciation sociale, et je sais pas, c'est très... troublant en fait, tout à coup ce qui se passait entre le film et puis le projet et puis le réel. Et puis puis on a sillonné la Suisse, et puis en fait Agnès avait une lecture assez différente en fait même de mon dessin en fait. C'est ça, hein. T'as pas compris mon dessin comme moi je l'ai pensé en fait. Oui. Oui. Mais c'est-à-dire que toi tu avais imaginé que à l'endroit où allait être confinée, on va dire, Margaret, elle n'allait voir qu'une toute petite partie de la maison, ou à peine quelque chose comme ça. Et c'était ça aussi qui était très difficile à trouver, en dehors du fait qu'en effet les références étaient plutôt nord-américaines, on va dire. Et du coup, quand ce lieu-là a été trouvé, qui était complètement ouvert, enfin, ça correspondait curieusement plus à ce que j'avais imaginé, parce que je me disais que c'était encore plus rude de ne pas pouvoir traverser un espace alors qu'on voit là où on aimerait aller, que c'était une tentation encore plus cruelle, que c'était... voilà. Et du coup, tout à coup, le directeur de production nous a emmenés voir cet endroit, et... qui est assez proche de l'enfant d'en haut, on a tourné vraiment à côté. Voilà, et du coup, ça s'est arrêté là-dessus, si ce n'est que la maison était un petit peu petite, et donc on a eu l'idée de construire une extension, cette partie très très vitrée, sur le côté, la véranda partiellement couverte était rajoutée pour que la maison soit un peu plus
volumineuse dans le décor, et aussi pour pouvoir avoir un peu plus de place à l'intérieur, parce qu'on avait quand même essentiellement tourné au rez-de-chaussée. Et donc voilà, mais sinon, ce qui était très impressionnant et très intéressant, c'est que je pense qu'on était peut-être même passé avant à côté de cet endroit, sans l'avoir vu, et que en fait on ne le voyait pas parce qu'il était très très ordinaire. Mais à partir du moment où, comme on avait quand même décidé de faire ce film dans le format scope, moi j'ai regardé comme ça et tout à coup, ce côté ordinaire en scope devenait complètement intéressant. Ça donnait quelque chose à ce lieu, dans sa simplicité, dans son dessin, qui retrouvait au fond peut-être un peu le dessin d'enfant, entre guillemets, du lieu et donc de son implication dans la naissance et voire la fabrication de l'histoire, au fond. Voilà. Et ça, c'était vraiment, 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 vraiment chouette. C'est vrai qu'on a vraiment, à partir du moment où on ne trouvait pas, on a complètement changé la façon de rechercher le décor. En fait, on s'est dit, on va trouver une maison et voir sur un rayon de 100 mètres les espaces traversés et d'ouvrir plus justement, que ce soit plus ouvert, hétéroclite. Et ça qui était intéressant aussi là, c'était le côté très hétéroclite, quoi. Il y a à la fois des HLM, il y a cette pêcherie où on n'a absolument rien touché au décor, elle existe telle qu'elle. Il y a ces maisons middle class comme ça, il y a des chantiers navals qui sont là, il y a cette marina au fond qu'on aperçoit où il y a des voiliers qui coûtent beaucoup d'argent. Voilà, donc il y a une espèce de mixité aussi architecturale, mais aussi sociale qui m'intéressait par rapport au film, de ne pas l'inscrire dans un milieu social. Et en Suisse, quelque chose qu'on peut trouver, des fois assez étonnant, dans des lieux, une mixité comme ça, sur un rayon très, très petit, quoi, et qui est assez étonnant et qui est intéressant, je trouve. Ouais. Absolument. Et si on continue sur cette ligne-là, en tout cas sur la ligne qui est tracée au sol, et qui vient aussi comme ça délimiter à la fois ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, et qui travaille beaucoup le hors-champ, et qui crée, il me semble, que vous parvenez à créer un équilibre aussi entre ce qui existe aussi dans le film, à la fois l'amour, la haine, des sentiments très différents, l'éloignement, la proximité. Comment vous avez travaillé cet équilibre-là entre le visible, l'invisible et le lien que ça crée entre les personnages, je ne sais pas, avec les focales notamment, avec comment on travaille le hors-champ, ce qu'on montre ou ce qu'on ne montre pas. C'est vrai que ce qui était assez passionnant, c'est que ça posait des vraies questions de cinéma, puisqu'en fait, ça rend compte de la distance qui est 100 mètres, quoi. Et on prenait des objectifs, on regardait, et en fait, ils ne rendaient pas compte parfois de la distance, quoi. Des fois, on se disait, mais non, on a l'impression, je disais, mais on dirait que la butte, elle est toute près, ou elle est trop loin, ou elle est... Et donc, ça posait des vraies questions de cinéma, la question aussi du hors-champ. Si elle voit, la mère peut aussi voir. Enfin, c'était tout ce traitement qui était déjà dans l'écriture. Et puis après aussi sur le tournage. Et c'est vrai que ce soit aussi dans Home, par exemple, qui sont des sortes de huis clos, ouverts puis fermés. Mais là, en l'occurrence, c'est aussi un huis clos ouvert. C'est comment, par exemple, cette butte à laquelle on revient souvent, la filmer de différentes manières. C'est-à-dire qu'à chaque scène, dans ce décor, on essayait de se poser la question, de se dire, on l'a déjà vu comme ça, comment on la regarderait autrement par rapport à ce qu'on raconte dans cette scène. Et à chaque fois de s'interroger justement cinématographiquement sur la façon de la filmer. Je trouve que c'était des questions assez passionnantes, quoi. Mais en plus, le dessin ce lieu, ce paysage, en fait, on peut dire, il est entouré de montagnes, mais il est quand même très horizontal. Il y a la route, il y a la rivière, il y a le champ, il y a la barrière de maison. Donc ça allait très bien avec, en effet, avec le scope, en tout cas, le rendait très bien. Mais au fond, le film, c'est presque comme s'il avait été conçu comme un champ contre champ, entre la maison et le lieu de la fille, isolée. Et donc voilà, c'était venu un peu, du reste cette idée de scope était venue un peu au tout début à la lecture du scénario, parce que je me suis dit, mais c'est un peu comme un western, les hommes, on les voit toujours s'affronter, venant d'un côté et de l'autre d'une rue, prêts à sortir leur pistolet, ils se font face, quoi, c'est un face à face, à distance, moyennement loin,
et finalement très proches jusqu'à ce qu'ils se rencontrent en général pour le coup de pétard, quoi. Voilà, donc c'est vrai que ça c'était très, très agréable, très inspirant comme lieu et très riche parce que malgré cette simplicité, il y avait des tas de matières différentes, les montagnes, les maisons, le champ, la route, l'eau, de l'autre côté les immeubles, la voie ferrée, cette espèce de ce beau sol pleureur et qui c'était très c'était un dessin parfait en fait. Oui, le canal permettait vraiment aussi de renforcer cette idée de frontière, quoi. C'est vrai que l'eau, souvent, ce qui délimite les pays, c'est souvent les fleuves. Donc là, c'est un petit canal, mais cette ligne qui tombe dans l'eau, ça renforce l'idée. Peut-être on est moins abstrait aussi, on est moins dans la fable, c'est-à-dire vraiment, elle plonge dans l'eau et ça renforce cette idée de frontière. Mais c'est vrai qu'en tout cas, entre Home et l'Enfant de Haut, qui sont mes 2 précédents films, j'ai le sentiment que c'est peut-être le film le plus complexe dans le sens où Home, il y a quelque chose de naturellement cinématographique, dans le sens où c'est au bord d'une autoroute, il y a par moment 300 voitures qui passent. Enfin, le cinéma et les voitures ont une longue histoire. Enfin, le road movie, là, c'est l'inverse d'un road movie pour la peine. Home, mais c'est très cinématographique, à la fois visuel et puis sonore aussi, parce que ça joue sur le bruit. L'Enfant de Haut, pareil, c'est une station de ski avec une plaine industrielle, donc entre le haut et le bas, il y a quelque chose d'assez cinématographique. Et puis là, je me disais, mon Dieu, ce film ne tient que sur une ligne. D'ailleurs, en plus, on ne la voit pas au début, puis jusqu'à ce que la sœur la peigne. Et je me disais, je suis folle. En fait, le film, et même l'histoire, sans cette ligne, le film ne tient pas, quoi. Et donc, c'est très peu de choses, en fait, de faire tenir un film sur une ligne. Et par moments, j'avais quand même des petites angoisses en me disant, au fond, c'est peu. Et donc, il fallait effectivement, tout à coup, de ce lieu a priori assez banal, lui donner vraiment une forme, une esthétique, donc l'idée de cette couleur, mais il fallait vraiment, à travers l'image, faire un western, comme le dit Agnès, et western psychologique. Mais c'est vrai que, par moments, je me disais, mais c'est juste une ligne, c'est un film sur une ligne, en fait, qui est presque psychanalytique, au fond, quand on y pense, quoi. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions dans la salle ? Merci. Bonjour, je m'appelle Milan. C'est pas en lien avec la ligne directement, mais d'abord je voudrais vous remercier pour cette œuvre, ces personnages haut en couleur et voilà, et revenir sur la ligne, mais plus particulièrement la couleur de la ligne et la musique qui m'a beaucoup marqué dans cette œuvre. Je suis moi-même comédien et musicien et je m'intéresse beaucoup à ça dans le fait de pouvoir nourrir ces personnages par les musiques qu'ils jouent, par les objets, les instruments qu'ils jouent. Margaret a une guitare qui est de la même couleur que la ligne, ça m'a beaucoup fasciné. Et je me demande pourquoi avoir utilisé la musique comme liant de toute cette œuvre. Est-ce que ça aurait pu être autre chose que la musique qui liait cette famille ? Non, c'est vrai que la musique, elle est fondamentale dans le film, quoi. D'abord, je crois qu'elle apaise, elle fait du bien, parce que sinon le film serait vraiment dur. Enfin, je pense que plus on fait des films, durs et complexes et âpres, plus je pense, en tout cas pour moi, il faut de l'humour, donc j'espère qu'il y en a un petit peu quand même. Et aussi adoucir un peu, quoi. Et donc la musique était là pour ça. Et puis ça vient aussi, Stéphanie est aussi chanteuse, la comédienne. Et au début, on s'est lancé dans l'écriture. Je lui disais, mais est-ce que tu veux pas chanter dans le film ? Et Stéphanie disait, oh non, je veux juste être actrice, je veux pas mélanger et tout ça. Et puis, je pense par modestie, pour pas montrer tout ce dont elle est capable. Et puis, à un moment donné, je suis quand même revenue avec ça en disant, mais je pense que ça peut beaucoup apporter au personnage, quoi. Ça donne vraiment un contrepoint à cette violence. Et ça amène une douceur, une délicatesse, qu'on peut ne pas soupçonner dans le personnage. Et on la regarde sous un tout autre rang quand elle se met à chanter. Et puis, l'idée aussi qu'un morceau se construit pendant le temps du film. Au fond, à un moment donné, elle fait écouter à sa petite sœur quelques accords. Elle dit, j'ai pas encore les paroles.
Et d'ailleurs, j'ai pas les paroles, elle n'a pas les mots, et peu à peu, elle va mettre des mots aussi sur ce qu'elle ressent à la place des coups, quoi. Enfin, c'était aussi ça, le travail, parce que chanter, c'est aussi mettre des mots, c'est pas que la mélodie. Et donc, j'avais envie, à la fin, justement, qu'elle livre ce morceau dans son entièreté, parce que c'est vrai que souvent, on est tenté on s'était posé d'ailleurs la question de couper comment dire, un couplet, quoi, pour raccourcir, et en même temps je disais mais c'est beau qu'elle livre cette chanson en entier. Voilà, c'est le contrepoids de certaine manière de toute sa violence, et peut-être de cette première scène aussi qui rééquilibre en fait les choses. Et donc et puis voilà, la musique est venue peu à peu avec aussi cette mère pianiste, et puis qu'elle transmet quand même, cette mère assez terrible, voilà, très dysfonctionnelle et défaillante, a quand même transmis cet amour de la musique à ses filles, au moins ça. Et donc c'est un héritage positif, quoi, et elles en font quelque chose. En tout cas, voilà, Marion, c'est pour se sauver, quoi, de cette névrose familiale qu'on appelait à l'au-delà, et à travers le chant aussi. Et puis Margaret aussi, c'est ce qui la sauve, quoi. D'ailleurs, à la fin, elle arrive à remonter sur scène, et puis je pense qu'elle s'en sort aussi grâce à ça, enfin, grâce à son compagnon, interprété par Benjamin Biolay, qui la pousse à remonter sur scène, et puis elle a arrivé, voilà. Donc à la fin, pour moi, d'une certaine manière, elle n'aura jamais l'amour de sa mère, ni la reconnaissance de sa mère, mais elle fera son, voilà. Mais néanmoins, elle s'en sort, quoi, puisqu'elle arrive à monter sur scène et à... Voilà, exactement. Elle n'est plus dans cette nécessité de reconnaissance. Ouais. Pour moi, c'était important. Et par contre, pour la mère, c'est sûr que c'est moins positif, quoi. Cette incapacité à parler, dire un mot, prendre dans ses bras, enfin, alors qu'elles ont envie. Enfin, c'est ça qui était assez aussi culotté, c'est qu'au fond, ces deux personnages qu'on éloigne, hein. C'est vrai qu'au cinéma, souvent, les histoires, c'est plutôt des rencontres, hein, d'amour, d'amitié, les gens se rencontrent, c'est ce qui crée l'histoire. Et là, c'était vraiment le processus inverse, c'est l'arrachement d'un personnage qui va créer le récit. Donc c'était assez passionnant à écrire, de se dire au fond on éloigne un personnage, et puis c'est ça qui va déclencher toute la dramaturgie. Ce qui était vraiment, à l'écriture, il fallait vraiment travailler presque dans un sens contraire à la narration classique, quoi. Donc ça c'était assez passionnant. Et puis de se dire, ben voilà, il y a tout le film, puis c'est dans la dernière scène seulement qu'elles vont se retrouver, et on s'attend évidemment, enfin je pense que quelque chose se passe et rien ne se passe, quoi. Donc elles se loupent, quoi. Bonsoir, donc je m'appelle Kaina, donc merci beaucoup pour ce film que j'ai trouvé bouleversant. En particulier le personnage de Marion, j'ai trouvé très touchante. Donc voilà, j'avais une question sur comment vous avez casté cette comédienne, cette jeune comédienne. Et ensuite sur la ligne, on voit qu'il y a une forte dimension psychologique dans le film, hein, sur les névroses familiales, les familles toxiques. Et moi, ce que m'évoque la ligne, en fait, je ne sais pas si c'était fait exprès, mais ça m'évoque le trouble de la personnalité borderline. Ah ouais. Avec toute cette destructivité, cette impulsivité qui est incarnée par le personnage principal. Ouais. Donc je ne sais pas si il y avait un effet recherché, mais voilà, c'était juste une remarque pour mentionner ça. Non, tout à fait, c'est vrai. C'est quand Antoine nous a rejoints, quand Stéphanie, à un moment donné, s'est détachée de l'écriture aussi, je pense surtout pour mieux incarner le personnage et prendre la distance. Et puis le scénariste avec qui je travaille habituellement nous a rejoints, donc c'était un homme aussi, c'était intéressant. Et c'est Antoine qui, en nous rejoignant, dit mais en fait ce personnage, c'est un personnage borderline. Vous avez écrit vraiment borderline, c'était assez drôle. Et donc à partir du moment, ça nous a donné un peu des béquilles qu'on n'a pas voulu être démonstratif par rapport à ça. On n'avait pas envie de réduire le personnage à une pathologie, donc c'est vrai qu'on n'avait pas envie que le mot soit prononcé, mais c'est vrai que ça nous a aidé par moments à construire le personnage dans ses réactions. Quand il est blessé, il tape, d'action-réaction, d'être tout de suite dans le besoin de s'excuser immédiatement après, et ça nous a effectivement nourri, mais c'est vrai, oui, tout à fait, c'est un personnage qui souffre de ça. Et la ligne, oui, c'est vrai que la ligne, elle a quelque chose de très... c'est presque, quelqu'un disait, c'est presque le surmoi, mais elle est... c'est très, oui, au fond, cette ligne, elle permet une distance, quoi, avec cette famille, et au fond, c'est presque un bien de pouvoir
mettre à distance d'où sont les névroses. Quand on est dedans, on ne voit pas. Et d'ailleurs, la mère n'en sort pas, puisqu'elle est restée dedans et elle dit à la fin, mais on pourra s'arranger, on est une famille, on est entre nous. Et son autre sœur dit, mais non, on ne peut pas s'arranger. Et autant Margaret accepte d'être jugée, enfin d'y aller, en fait, ce qui est un geste positif, autant la mère n'est pas prête à affronter le regard extérieur, elle va devoir parler d'elle comme mère, donc elle n'a pas du tout envie d'y aller, elle n'a pas du tout d'être confrontée. Oui. Et le choix de Marion alors? Ah oui, le choix de Marion. Alors c'est drôle parce qu'on a fait un très 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 gros casting en Suisse romande, et puis c'est le hasard qui fait que la productrice a rencontré quelqu'un à un festival en Suisse, festival de Soleure, qui est le festival du cinéma suisse, et puis disant, ah tu fais quoi? On est en plein casting, et puis cette personne dit, ah mais moi ma nièce, je trouve qu'elle a un truc, vous devriez la voir, et elle ne s'est pas trompée, donc elle envoie une petite vidéo, et elle était assez bouleversante. On avait demandé aux jeunes filles d'envoyer, en plus comme c'était pendant le Covid, on avait fait une présélection, tout en voix vidéo, quoi, donc une prière, mais une prière au sens un désir, quoi, pas une prière forcément religieuse, et une chanson. Et c'est vrai que c'était bouleversant, quoi, vraiment. Et c'est drôle parce qu'après je l'ai vue en casting et je disais, mais elle est extraordinaire, mais elle est un petit peu trop âgée pour le rôle. Et donc elle avait 12 ans et j'avais écrit le rôle d'un personnage de 10 ans. Et en fait, et là, ma directrice de casting, Aurélie Guichard, voit, mais je crois 30 secondes du casting, me dit, mais cette fille est incroyable, et tu ne peux pas passer à côté, ça n'arrive jamais dans une vie, enfin bref. Et je dis, oui, mais elle est un petit peu âgée. Elle dit, mais tu t'en fous, tu réécris, on s'en fout. Enfin voilà, et elle avait raison. Donc, et donc on a un petit peu vieilli le personnage, et en fait, c'est beaucoup plus intéressant même qu'elle ait 12 ans. En fait, je me suis rendu compte... C'est un âge limite d'ailleurs sur une ligne, hein. Elle est entre l'enfance et adulte, donc c'était, en fait c'était mieux, c'était encore mieux. Et cette jeune fille était, enfin Ellie, elle est incroyable, parce que c'est vrai que j'avais eu l'habitude de travailler avec Casey Klein que j'avais découvert pour Home, il avait 7 ans et demi sur le tournage. J'avais beaucoup travaillé avec Casey pas pour le rôle, mais pour lui faire comprendre au fond ce que c'est jouer, j'ai fait un petit court-métrage là-dessus qui rend compte d'ailleurs de ce travail qui s'appelle Casey Klein, Naissance d'un acteur. Et à 12 ans, c'est vrai que c'était fou parce que quand on a fait L'Enfant de Rose, c'était un acteur, quoi. Je ne sais pas comment dire, alors qu'il a 12 ans, c'est un peu étonnant de dire ça, mais il était incroyable. Et en fait, Ellie, je trouve, avait le même, je ne vais pas dire niveau, mais enfin la même intelligence de jeu que Casey, alors qu'elle n'avait jamais joué de sa vie, quoi. C'était fou, quoi. C'était assez impressionnant. Alors même que le personnage est quand même... très difficile à endosser, c'est-à-dire qu'elle est tiraillée, elle est entre sa mère, sa sœur, enfin c'est... Ouais, elle est complètement prise, donc elle n'a plus coincé sur cette ligne, elle n'a plus que le ciel pour s'échapper, hein, il n'y a plus que Dieu, ouais. Et c'est drôle parce que Ellie, j'ai fait des avant-premières avec elle, et elle raconte quelque chose de très beau, elle dit... elle dit qu'en fait les scènes les plus difficiles, c'était les prières et les chants. Le chant, parce qu'elle a l'habitude de chanter chez elle, mais personne ne la regarde, quoi. Donc c'est vrai qu'au tournage, des fois... Et les prières, c'était encore pire parce qu'elle n'est pas du tout croyante. Donc elle disait malgré sa grand-mère italienne hyper croyante, elle disait mais moi je ne crois pas. Et donc elle avait une peur. Et en fait, elle raconte et que en fait, elle disait mais c'était très étrange parce que dès qu'on disait action, elle dit j'étais complètement croyante, je croyais en Dieu. Et dès qu'on disait couper, je croyais plus du tout. Et elle a tout compris ce que c'est jouer, quoi, en fait. D'y croire, quoi. Merci pour le film. Et je voudrais me détacher un tout petit peu, même si j'ai vu tous vos films, et vous demander un peu de votre partenariat, parce que je trouve très beau. Je pense que c'est que le cinéma qui, enfin l'art en général, proportionne des collaborations de longtemps. Et je trouve génial que vous avez l'occasion d'avoir déjà Agnès pour Home. Je ne me rappelle pas si pour votre premier film, mais pour tous les films d'après, et après Anneli, qui est venue à partir d'un certain moment. Oui, moi je suis venue à la fin de Home, la toute fin de Home. Et moi, personnellement, ça me touche d'être avec Agnès Godard. Je pense que comme tous les Brésiliens, on rêve d'avoir Agnès Godard et Hélène Leval dans notre film. Voilà. C'est vraiment génial. Et moi, je pense à Ursula, d'où
si vous avez rêvé comme nous, enfin, et avoir tous les deux sur votre film, la chance de le revoir et de suivre avec dans ces chemins. Merci, je serai très contente. Je vais prendre un billet pour le Brésil. S'il vous plaît. Ben, c'est vrai qu'on s'est rencontrés pour Home, où c'était drôle parce que c'est toujours un peu délicat quand on rencontre enfin, voilà, des techniciens, c'est étrange, c'est pas du casting, c'est des rencontres, quoi. Et en fait, on s'était jamais vus. On s'était jamais vus, J'ai reçu le scénario, je l'avais lu, et on s'est rencontrés dans un café. Oui, c'est ça, ouais. Et en fait, en général, ça dure à peu près 1 heure, et je crois qu'on est resté 5 heures. Donc c'était très très long. Et je lui avais fait dessiner d'ailleurs le plan de la maison, comment elle l'avait imaginé. C'est toujours des plans, moi. En plus, je dessine très mal, mais comment elle avait imaginé la maison de Home. Où était le jardin, où étaient les chambres, où était la cuisine. Ça m'intéressait de voir ce qu'elle en comprenait de l'espace après lecture du scénario. Oui, et puis il y avait aussi un roman pour chaque personne, même pour ce qui n'était pas dans le film. Oui. Toutes leurs histoires, les histoires de chaque personne étaient écrites. Alors, ça faisait beaucoup de choses à échanger, beaucoup de pages à lire, beaucoup de matière. Oui, parce que c'est... Je sais pas comment dire, à modeler. Parce que c'est vrai c'est vrai qu'en cours d'écriture, au début, il y a toujours beaucoup. Et puis, la difficulté, c'est de nettoyer à chaque version. Et puis après, encore au montage. Et pour aller vraiment au nerf, c'est-à-dire que vraiment, dans L'Enfant d'en haut, quand j'ai compris, par exemple, la tension du film, vraiment la tension, c'était ce câble téléphérique entre le haut et le bas, mais presque matériel, quoi, presque cordon ombilical d'une certaine manière. Je sentais, enfin je comprenais au sens presque latin de prendre avec le film. Je me dis ok, le film il est là, quoi. Presque physiquement je sais où est le film, quoi. Et ça c'est un moment assez que j'attends toujours à chaque film. Et pour Home c'est pareil, c'était les quelques mètres. C'était vraiment un peu comme d'ailleurs dans la ligne, hein, on comptait, c'est pas quand on faisait le repérage, on comptait comme des arpenteurs pour trouver, on disait attends, on prend cette maison, ça nous amène là. Et c'est vrai que dans Home, c'est pareil, c'est ces quelques mètres qui font tout le film, l'histoire, Oui, mais ce qui était assez passionnant, c'est que au fond, c'était presque l'inverse. Les deux films sont presque l'inverse l'un de l'autre. Parce que tout le décor de Home a été entièrement construit, entièrement réfléchi, mesuré, on peut dire. Les fenêtres, la position, tout. Donc, le décor a été construit à partir du scénario, à partir de l'histoire. Et là, pour ce film-là, c'est l'histoire qui a dû se débrouiller pour rentrer dans ce décor. C'était une autre manière, tout en gardant la même place pour le décor et le lieu générateur matriciel, on peut dire presque, de l'histoire. Et donc c'est vrai que la question du hors-champ dramaturgique, elle est hyper importante, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses, enfin comme on dit souvent, ce qu'on ne montre pas est tout aussi important que ce qu'on montre en fait dans un film, quoi. Et ça doit exister, quoi, ce hors-champ, et c'est vrai que et c'est des films très difficiles à écrire, je trouve, les films qui ont l'air très simples mais qui en fait ont beaucoup de couches et ont l'air simples mais ne le sont pas. C'est un travail de longue haleine de vraiment nettoyer pour arriver au... Et encore après en montage, on se rend compte que c'est encore trop gras, quoi. Oui, au montage... Alors qu'on a l'impression qu'on est devenu l'assise protestante, enfin... Au montage, on se retrouve toujours avec différentes lignes, on pourrait dire, d'histoire, et il faut toujours couper, enlever des morceaux. C'est juste en faisant ça que le film émerge. Mais on est obligé de passer par ça, quoi. Oui. Et parce que le montage, c'est la dernière écriture du film, hein, c'est vraiment la dernière écriture. Après, c'est fini. Après, au mixage, on peut encore faire des petites choses, on peut encore s'amuser un peu, mais là, au montage, vraiment, on fixe les choses. Puis, comme je le disais tout à l'heure, je trouve toujours étonnant au montage qu'en 1 semaine, le film peut... Alors que nous, on a l'impression qu'on n'a changé pas grand-chose, et quand on le montre à des gens après, ils font mais alors là, ça y est, le film est là. Et on se dit non, mais on n'a pas changé grand-chose, quoi. Mais c'est fou à quel point ça repose sur... C'est assez vertigineux, je trouve. Mais parce qu'à ce moment-là aussi, on a la connaissance du film. On a, nous, la connaissance du film. Et donc, on peut mieux mesurer ce qu'on peut faire. Et on a des curseurs. Voilà.
Mais avant pour sentir ça, il y a tout un travail à faire, d'approche qui est long. Et ce que je trouve, c'est que déjà mes films, ils sont très à l'écriture, ils sont déjà très dépouillés, enfin il me semble. Et alors après, quand on me dit ouais, il y a beaucoup trop de gras et tout, je suis toujours hyper étonnée parce que j'ai l'impression qu'ils sont déjà très. Enfin, j'ai une éducation très protestante, donc j'essaie d'aller vraiment que ça soit direct, qu'il n'y ait pas de chichi, d'aller directement aux choses. Et en fait, quand ils me disent, Agnès d'abord me dit, mais il y a trop de gras, c'est beaucoup trop long. Bon, déjà, et après Nelly, oh là là, il y a beaucoup trop. Donc, alors j'ai l'impression d'avoir été vraiment. Mais au fond, moi, je pense vraiment toujours que c'est un peu. C'est musical un film, c'est comme une partition musique. Alors à chaque étape, une lecture, la littérature, quand on lit, il y a une musique des phrases, il y a le scénario, voilà. Après sur le tournage, au moment où c'est interprété, le rythme interne des plans, c'est musical forcément. Donc après l'assemblage de toutes ces images va générer encore une chanson, enfin plus longue, donc il faut qu'elle ait aussi son rythme en entier. Et son souffle. Mais je trouve que oui, donc mais c'est moi j'adore ça quand en filmant, avoir l'impression d'être dans un rythme de quelque chose qui fait que on y croit. Voilà, c'est un peu la seule question. Est-ce que j'y crois pour la scène, quoi. Du coup, pratiquement, vous faites comment pour le montage? Est-ce que c'est vous la monteuse qui proposez l'une ou l'autre version et puis c'est discuté ensemble? Ou bien est-ce que vous êtes ensemble à la table de montage? Ce qu'on fait, c'est en général, on regarde les rushs ensemble, on discute. Dans l'ordre, on regarde pas tout d'un coup. Oui. Et comme on commence après tournage, donc on commence vraiment dans l'ordre du scénario en tout cas. Et donc, et après avoir fait ce passage-là, moi j'aime bien faire le premier montage seul, parce que ça permet d'être libre, d'essayer plein de choses, voilà, de partir dans des chemins qu'on n'avait peut-être pas pensé si Ursula avait été là à côté de moi. Et après je le montre à Ursula, on en discute, et ça s'affine, et hop. Et voilà, le film se construit comme ça, petit à petit. Pour avoir le premier montage du film, c'est souvent long. Moi, je ne suis pas une rapide. J'ai vraiment besoin de creuser chaque séquence. Et après, quand on a ce premier montage, on change encore des choses. Et c'est là qu'on enlève encore le dernier gras qui peut exister. Ou alors on essaye de faire... Il y a eu aussi des moments où on ne comprenait pas l'espace, donc essayer de trouver des moyens pour mieux faire comprendre l'espace. Sur ce film-là, on a eu des difficultés comme ça. Voilà, J'avais un commentaire aussi sur les 4 actrices que je trouve extraordinaires, la mère et les 3 filles. Quelque part, on a un peu l'impression que, on va dire, la folie, elle s'aggrave avec l'âge. La plus raisonnable, c'est la jeune Marion. Là, celle-là, elle est tout à fait raisonnable, à part le côté peut-être un peu... et la folie prend des formes différentes. Ouais. Mais on a vraiment l'impression que c'est proportionnel à l'âge. Non, c'est vrai que c'était intéressant de se dire comment on se construit en tant que femme ou fille quand on a une mère pareille, quoi. C'est vrai que c'était des personnages assez intéressants à construire, très différents, quoi. Voilà, entre le personnage Louise interprétée par Indière qui à force de revendiquer une normalité, au fond, on devient tout aussi névrosée que les autres, d'une certaine manière. À l'inverse de Margaret, elle veut prendre ses distances vraiment. Elle adorerait avoir une mesure d'éloignement, elle, je pense. Mais malheureusement, tout la ramène au réel. C'est vraiment aller dans le concret, quoi, des choses, les papiers, l'administratif. On peut imaginer que cette mère ne paye pas beaucoup de choses et que, voilà. Et puis la petite, oui, qui a une forme de folie qui pour moi était une sorte de miroir de Margaret enfant. Elle me permettait vraiment de montrer au fond ce que Margaret en tant qu'enfant a pu vivre en pire, puisque c'était vraiment, on comprend qu'elle l'a eu très jeune, et elle a porté un peu toutes les... en disant c'est à cause de toi que je n'ai pas eu la carrière de pianiste, enfin faisant culpabiliser ses enfants, mais particulièrement Margaret. Et au fond, c'était intéressant de se dire, oui, que c'est presque des flashbacks dans le film. Alors, c'est un personnage à part entière, hein, Marion, mais au moment où Margaret disparaît, elle prend sa place d'une certaine manière, elle attend à l'endroit où Margaret venait, et elle se laisse mourir. Voilà, moi je pensais à Théorème comme film qu'on a d'ailleurs revu peu de temps avant, c'était marrant, quoi.
C'est un film qui m'avait énormément marqué quand j'étais jeune, Théorème de Pasolini. Et je sais pas, je pensais à cette femme, à la bonne. Et ouais, donc c'était vraiment intéressant de construire ces personnages. Et puis c'est marrant parce que c'est presque pendant le montage d'ailleurs que j'ai compris quelque chose sur Margaret, parce que je comprends les choses souvent pendant le montage d'ailleurs, parce que comme on a plus de temps, il y a une distance tout à coup avec la folie du tournage, les choses retombent et d'un coup je vois des choses, mais que Margaret, cette violence psychique qu'elle reçoit, au fond, à la fin, elle fait un long monologue que Agnès connaît par cœur d'ailleurs, ce long monologue de la mère, et où elle dit, enfin n'importe quoi, elle remplit évidemment par peur de confronter sa fille, mais à un moment donné, elle dit quand même une parole, elle dit, quand tu étais dans mon ventre, déjà, tu n'en faisais qu'à ta tête, tu tapais plus que les autres. Et au fond, on se disait, tiens, c'est fou, c'est comme si on rebobinait tout le film et se dire la violence, elle était là, quoi, elle était déjà là. C'est le fait de l'avoir portée, quoi, de ne pas avoir été désirée, de lui dire déjà tu tapais. Et c'est comme si on rebobinait tout le film et on se dit, en fait, elle est là, la graine de violence, elle a été. Et ça, je l'ai compris pendant le montage, en fait. Je pense que je l'avais inconsciemment compris, mais je l'ai vu pendant le montage. Et donc, évidemment que Margaret, c'est une réponse à sa violence, c'est une réponse d'une violence physique, puisqu'il y a quelque chose du physique, elle l'a porté, elle ne l'a pas désiré. Et donc je me suis dit, tiens, peut-être ça vient de là, sa violence physique, parce que chacune répond de manière différente à cette violence psychique. Et Margaret, voilà, ça a été les points, quoi. Bonsoir. Bonsoir. Pourrait-on un jour espérer la suite des aventures de Marion? C'est une bonne idée, ça. Non, à part ça, je trouve qu'Ellie, elle est incroyable et j'adorerais, comme d'ailleurs je l'ai fait avec Cassie, puisqu'après j'ai eu tellement de plaisir et je l'ai trouvé tellement incroyable dans Home que j'ai écrit L'Enfant d'en haut pour lui. Je parle plus de l'actrice, que là c'est vraiment le désir d'elle. Je trouve qu'elle a une présence à l'image qui est incroyable, quoi. C'est fou, elle a une grâce, une présence, une beauté, elle fait penser un petit peu à Léa Seydoux que j'ai eu la chance de filmer, avec quelque chose de mystérieux comme ça qui échappe. Donc c'est plus, ça sera un prétexte de dire je fais la suite de Marion pour pouvoir tourner avec Ellie encore. Ouais. Moi je crois qu'elle est en route parce que en un an de temps, elle est déjà devenue une toute jeune femme. Elle n'est même à peine une adolescente. Incroyable. C'est génial. Une dernière question ou réaction avant qu'on... Je crois que c'est la première fois qu'on fait un débat à 3. On n'a jamais fait ça. Non, c'est une première. Merci. C'est intéressant. Vous parliez des personnes... Qu'est-ce que je voulais dire? Attendez. Non, je voulais savoir au niveau de l'écriture des personnages et de ce qu'ils peuvent dire. Il y a chaque chose dans le montage transparaît, a du sens dans leur histoire au final. Et je voulais savoir si vous aviez étudié la psychanalyse ou quel est votre background dans ça, parce que vous avez aussi évoqué beaucoup de mots là présentement de la psychanalyse, et je voulais savoir si vous connaissez ça ou comment vous avez écrit en fait ces personnages, quelles sont vos connaissances, parce que je les trouve très complexes effectivement et très réalistes aussi. Voilà. Non, c'est vrai que ça part de... Enfin, c'est vrai que j'aime les personnages, mais je fais pas exprès, hein, mais un peu décalés, un peu border, un peu... J'aime les limites de manière générale. Enfin, j'aime jouer avec les limites, les frontières, J'ai grandi sur une frontière, je sais pas, je passe sur le no man's land d'ailleurs, entre la Suisse et la France continuellement. J'étais absolument fascinée par ce territoire entre les deux douanes. Et demandant à mes parents ce que c'était cet espace, on voyait ces vaches, ces terres, en me disant mais est-ce qu'elles sont suisses, est-ce qu'elles sont françaises? Mes parents me disaient mais non, c'est le no man's land. Et pour moi c'était un territoire imaginaire, vraiment. Je me disais, je pense que le cinéma est venu là, cette petite portion de territoire entre deux douanes, parce que c'est un endroit de projection, d'imaginaire,
Et d'où cette question de frontière, en fait, qui me passionne, en fait, vraiment. Et donc, c'est vrai que j'écris des personnages de façon très intuitive, très... je sais pas, avec ma propre folie, je pense, j'imagine. Et puis après, c'est vrai que Antoine, par exemple, qui débarque, moi je viens toujours avec une idée, avec quelque chose, puis après on construit les personnages ensemble, amène, je pense, ce savoir-là. Par exemple, le fait que j'ai parlé en premier de Borderline, que j'ai pas du tout eu conscience de ça. Ça met un cadre un peu, ça m'aide à construire après les personnages. Et c'est vrai que moi, pas du tout, alors vraiment pas. C'est le regard des autres après qui m'intéresse. Et c'est vrai que ce film particulièrement, j'ai eu beaucoup de psys qui sont venus me voir après le film en disant mais c'est incroyable, quoi, en disant mais je vais montrer ce film à tous mes patients. Et vraiment, je me rendais pas compte en fait de l'importance de ça, disant c'est fou à quel point on comprend quand on a une distance, le dysfonctionnement familial, les névroses familiales, comment ça fonctionne. Les gens qui vivent ça n'arrivent pas à voir ce qu'ils sont en train de vivre et n'arrivent pas à avoir de distance. Et elle dit je vais montrer ça à toutes mes patients. Mais voilà, et beaucoup que ce soit en Italie, pareil, des psys qui sont venus me voir et tout. Donc visiblement oui, il y a... Et après je pense que c'est vraiment le regard des autres, oui, c'est en tout cas Antoine qui m'aide beaucoup pour ça. Et après c'est vrai qu'on creuse, je crois, en tout cas les personnages on les creuse. Moi des fois j'ai l'impression d'être un mineur avec une pelle qui creuse et qui travaille vraiment en profondeur pour déjà éloigner tous les stéréotypes, les clichés, voilà. On part évidemment du cliché comme disait Hitchcock, je crois. Et après on creuse pour justement toucher au point, à l'endroit voilà, d'ombre, de zone d'ombre des personnages, de leur complexité. Et ça c'est passionnant. On a vraiment moi j'ai le sentiment des fois de creuser dans l'âme humaine, quoi. Par moments, c'est assez fort, c'est vrai. Ouais. Bien que le dernier plan soit un grand hommage à Ingmar Bergman, complètement assumé, n'est-ce pas, Inès? Il ne reste plus qu'à vous remercier infiniment. Les trois, merci. Et puis on attend le prochain film. Voilà, avec Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.